Voici la Corée du Sud. L'un des pays d'Asie les plus prospères sur le plan économique, après le Japon, Taïwan et Singapour. En l'espace de 5 décennies, la Corée du Sud est passée d'un pays rural à l'une des économies mondiales les plus dynamiques. Elle est connue pour ses entreprises de premier plan qui fabriquent des produits de haute qualité, de l'électronique à la machinerie lourde, en passant par les porte-conteneurs qui ont ouvert les économies du monde au commerce international. Outre sa transition vers une économie avancée, le pays est fascinant pour de nombreuses autres raisons. Les économistes du monde entier s'intéressent à la Corée du Sud parce qu'à bien des égards, le pays est en avance sur les autres grandes économies. La Corée du Sud se trouve à un tournant et son économie pourrait connaître la meilleure ou la pire décennie de son histoire. Son avenir économique peut fournir des indications précieuses sur notre propre avenir, sans parler des industries vitales du pays et sa position géopolitique dans le monde. La Corée du Sud n'attire pas autant l'attention que Taïwan, mais elle est le deuxième producteur mondial de semi-conducteurs, une industrie qui pourrait lui être très bénéfique, mais qui pourrait aussi attirer une attention indésirable. Quels seraient donc les moteurs de croissance de la Corée du Sud au cours de la prochaine décennie ? Quels sont les obstacles qui pourraient ébranler l'ensemble de son système économique ? Et pourquoi est-ce si important pour les économistes, même en dehors de la Corée ? Une fois que nous aurons répondu à ces questions, nous pourrons placer la Corée du Sud dans le classement de l'économie expliquée. Le pays possède de nombreuses industries de pointe qui pourraient faire d'elle l'une des économies les plus riches du monde dans un avenir proche. Les industries locales ne peuvent mener un pays que jusqu'à un certain point. Pour dépasser un certain niveau de richesse, il est essentiel d'accueillir des entreprises mondiales capables d'exploiter l'ensemble de l'économie mondiale. La plus grande usine de BMW ne se trouve pas en Allemagne, mais en Caroline du Sud, où elle utilise des matériaux provenant de différents pays pour fabriquer des voitures qui sont vendues dans toute l'Amérique du Nord. La fabrication, la logistique et la vente de la voiture ne touchent jamais le sol allemand, n'utilisent aucune ressource allemande et, à l'exception de quelques cadres envoyés par le siège, n'emploient même pas d'allemand. Mais une fois la voiture vendue, ce sont eux qui encaissent les bénéfices. La Corée du Sud compte de nombreuses entreprises similaires dans le monde entier. Samsung, Hyundai, LG, Kia et Daewoo vendent des produits mondialement reconnus et nombre de leurs activités ne sont pas basées en Corée du Sud. La Corée du Sud est également le 6e producteur mondial d'acier, bien qu'elle ne possède pas de minerai de fer. Elle importe des matières premières du monde entier et les raffine pour en faire des pièces d'acier de haute qualité qu'elle vend à prix très élevé à la Chine, le Japon ou l'Inde qui les utilisent pour l'industrie manufacturière ou la construction d'infrastructures. Elle utilise également l'acier pour alimenter ses propres industries. Le commerce mondial et la coopération économique ont été l'un des principaux moteurs de la croissance économique. Le PIB mondial s'aligne presque parfaitement sur la valeur du commerce mondial, car il permet aux pays de se spécialiser et de fournir de meilleurs biens et services à l'économie mondiale. 90% du commerce mondial repose sur l'utilisation de grands navires porte-conteneurs et de vraquiers en raison de leur faible coût. Les pays qui ont un accès à l'océan sont plus riches que ceux enclavés. En dehors de l'Europe, il n'y a pas un seul pays enclavé très développé. Et 9 des 12 pays ayant l'IDH le plus bas sont enclavés, alors qu'ils représentent un quart des pays du monde. La seule raison pour laquelle des pays comme la Suisse en sortent est que leur économie s'est développée avant que le commerce mondial ne devienne un facteur important, et qu'aujourd'hui, une grande partie de leur production économique est constituée de services ou de biens très coûteux, qui nécessitent peu de frais de transport par rapport à leur valeur totale. Les pays enclavés sont tellement désavantagés sur le plan économique que les Nations Unies ont créé une classification qui leur est propre. Il s'agit des LLDC, qui signifie État enclavé en développement. La Corée du Sud n'est évidemment pas un pays enclavé, et son seul voisin est une île qui a un accès facile aux océans du monde sur 3 côtés de ses frontières. Les questions relatives à l'enclavement sont pertinentes pour la Corée du Sud, car elles montrent à quel point il est important de pouvoir transporter des marchandises par bateau dans notre économie mondiale moderne. La Corée du Sud abrite les premières, deuxième, troisième et quatrième plus grandes entreprises de construction navale au monde. Sans les navires des constructeurs sud-coréens, l'un des principaux moteurs de la croissance économique s'arrêterait. Aujourd'hui, on craint que le monde ne commence à s'éloigner de la mondialisation et que les tensions commerciales, les conflits actifs et la faiblesse des chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie poussent les pays à produire davantage au niveau national et expédier moins de marchandises à l'étranger. C'est un problème, mais il est compensé par la croissance mondiale de la production économique. La demande de navires plus récents, plus grands et plus économes en carburant, et la demande des pays qui souhaitent construire leur propre flotte de navires marchands. Cela s'explique par la nécessité d'accéder à des biens et services vitaux sans dépendre d'autres pays.
Ce n'est pas la seule industrie d'importance mondiale de la Corée du Sud. Elle est le deuxième producteur mondial de semi-conducteurs avancés. Et alors que la Chine et les États-Unis se livrent presque à une guerre froide pour l'accès à ce matériel, cette industrie restera très rentable pour la Corée du Sud. Mais ce ne sont pas les seules raisons qui rendent l'économie de la Corée du Sud si intéressante. Un autre facteur stimule son économie plus que n'importe quelle entreprise automobile ou usine de semi-conducteurs mondiale. Il s'agit de l'essor de la culture pop coréenne dans le monde. Les groupes coréens, les produits de soins coréens, les films et émissions coréens, la mode coréenne, les vacances coréennes et même la chirurgie plastique coréenne sont devenus des produits très demandés dans le monde entier. L'exemple de l'Allemagne et de BMW que j'ai donné au début n'est pas un hasard. Ils ont réussi à gagner de l'argent en gérant une entreprise qui fonctionnait entièrement à l'étranger. Mais les marques allemandes ont un gros avantage. Lorsque nous pensons aux voitures allemandes, nous pensons à la qualité de l'ingénierie, à la finition luxueuse, à la technologie de pointe et à un niveau supérieur à celui des autres pays. La plupart des BMW vendues aujourd'hui sont construites selon les normes des voitures économiques, sont moins fiables et moins performantes que les modèles japonais ou sud-coréens similaires. Certains membres de l'équipe de cette chaîne sont allemands, et j'espère qu'ils seront un peu vexés. Malgré ces problèmes, les gens sont toujours prêts à payer plus cher pour leur voiture. Et cela est dû en partie au marketing de BMW, mais aussi à la perception qu'ont les gens de l'Allemagne et de son ingénierie. Combien seriez-vous prêt à payer pour une montre thaïlandaise? Et combien pour une montre suisse? Un sac à main fabriqué en Chine ou en France, ou en Italie? Un jeu d'outils des États-Unis ou d'Inde? Les conseils financiers d'un comptable de Londres ou de Manille aux Philippines? Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits provenant de pays jouissant d'une bonne réputation, que leur qualité soit supérieure ou non à celle des produits provenant d'autres pays. Les pays jouissant d'une bonne réputation peuvent majorer considérablement leurs exportations, ou s'ils sont très bons, ils peuvent gagner de l'argent en vendant des voitures produites ailleurs mais portant une marque d'ingénierie allemande de premier plan. La vague sud-coréenne permettra aux entreprises coréennes de faire de même. La mode, le divertissement et le tourisme sont des industries de grande envergure qui deviendront de plus en plus rentables pour la Corée à mesure que sa réputation dans ces secteurs s'accroîtra. Hyundai, qui était autrefois une marque de voitures bon marché, produit aujourd'hui des voitures qui rivalisent avec les meilleures, telles que Lexus, Mercedes, Audi et BMW. Et ils réussissent parce que la Corée du Sud n'est plus considérée comme un lieu de production à bas prix. Mais alors que l'on pourrait penser que l'économie sud-coréenne est inarrêtable, elle doit aussi relever des défis majeurs. La Corée du Sud a été victime de son propre succès. Sa population s'est enrichie en occupant des emplois exigeants et en s'installant à l'étranger. Et en déménageant dans des villes exiguës, les gens ont eu moins d'enfants. Le pays a aujourd'hui le taux de natalité le plus bas du monde, avec 0,84 naissances par femme. Ce chiffre, combiné à l'allongement de l'espérance de vie, signifie que d'ici 2070, la moitié de la population aura plus de 65 ans. Cela ne fonctionnera pas, car de nombreuses personnes âgées ont besoin de soins à plein temps alors qu'elles ne contribuent en rien à la production économique. Le problème est si grave qu'il ne s'agit même pas de la charge économique pesant sur les jeunes générations qui doivent payer des impôts élevés pour financer les retraites. C'est qu'il n'y aura pas assez de personnes pour s'occuper d'un si grand nombre de personnes âgées. Même les personnes qui n'ont pas besoin de soignants à temps plein créeront une demande pour des plombiers, des serveurs, des vendeurs, des chauffeurs, des jardiniers et tous les autres emplois possibles. D'ici 2070, un plus grand nombre de ces emplois seront automatisés, mais la plupart des économistes estiment que cela ne suffira pas. La solution commune aux économies avancées est d'attirer les jeunes travailleurs qualifiés des pays plus pauvres, qui se délocaliseront volontiers pour profiter de l'opportunité de revenus plus élevés et d'une meilleure qualité de vie. Il s'agit d'une tendance dévastatrice pour ces pays, mais nous avons abordé ce sujet dans la vidéo sur la fuite des cerveaux. Quoi qu'il en soit, la Corée du Sud n'est pas concernée, car c'est un pays avancé dont le niveau de vie est très élevé à l'échelle mondiale. Il serait normal qu'elle reçoive de la main-d'œuvre qualifiée, et non qu'elle la fasse fuir, mais ce n'est pas le cas. La Corée du Sud a un problème similaire à celui du Japon, à savoir qu'elle est culturellement opposée aux travailleurs migrants. Le coréen n'est pas une deuxième langue couramment apprise, et les migrants qui peinent à obtenir un visa de travail en Corée du Sud pourraient trouver des options plus viables dans d'autres économies avancées du monde. Le gouvernement sud-coréen s'est efforcé d'améliorer cette tendance, parce qu'il en a besoin, mais le pays reste une destination peu attrayante pour ceux qui cherchent à commencer une nouvelle vie, et les citoyens du pays sont d'accord. Le principal défi auquel la Corée du Sud est confrontée cette année est son marché immobilier unique.
À l'instar de nombreuses autres économies asiatiques qui ont connu une période de développement rapide au cours des dernières décennies, les prix des logements ont augmenté bien plus vite que les revenus, de sorte que le coût moyen à Séoul est 14 fois plus élevé que les revenus moyens. Pour contourner ce problème, le pays a mis au point un système unique de paiement pour un logement. En général, il existe 3 façons de se loger. Acheter un appartement, le louer ou bénéficier d'un logement social. La Corée du Sud a mis au point une 4e option, qu'on appelle un dépôt de garantie. Dans ce système, les propriétaires louent leurs biens pour une certaine période. Mais au lieu de percevoir un loyer, les locataires versent à l'avance une caution de 60 à 80% de la valeur du bien, qui leur est restituée à la fin de la location. Ils ont donc habité les lieux sans payer de loyer. Si les propriétaires acceptent de le faire, c'est parce que cela ne leur apporte aucun intérêt. Des investisseurs immobiliers ont utilisé cette stratégie pour acheter des biens immobiliers, loger des locataires qui versent une caution et utiliser 80% de cette somme comme acompte pour acheter d'autres logements. Les locataires n'achètent pas leur propre logement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Les cautions sont constituées d'argent emprunté et il est plus facile d'emprunter pour constituer une caution que pour acheter un appartement entier. Certains locataires apprécient également la flexibilité qu'offre le fait de pouvoir déménager sans payer de loyer. Mais malgré ces avantages, ce système dépend de la hausse des prix de l'immobilier. Si nous prenons l'exemple de l'investisseur qui utilise l'argent de la caution pour acheter d'autres biens, il aurait un gros problème si l'un de ses locataires voulait déménager, car il devrait lui rendre sa caution qu'il n'a pas, puisqu'il l'a utilisée pour acheter d'autres logements. Mais la maison pourrait être donnée à un autre locataire, et la nouvelle caution pourrait payer ceux qui partent. Mais si le prix du logement augmentait, la nouvelle caution pourrait être encore plus élevée que l'ancienne, de sorte que l'investisseur pourrait même acheter un autre logement. C'est un excellent système jusqu'à ce que les prix de l'immobilier chutent, et c'est ce qui est en train de se produire pour la première fois depuis la crise financière. Le gouvernement sud-coréen a tenté de freiner ce phénomène, mais cela pourrait se retourner contre lui et transformer un lent déclin des prix de l'immobilier en une panique. Les propriétaires surendettés tenteront de trouver suffisamment de liquidités pour rembourser leurs déposants, comme ils sont tenus de le faire s'ils décident de partir et si personne ne veut prendre leur place. Bien que les grandes entreprises internationales soient monnaie courante en Corée du Sud, la majeure partie de la richesse des gens ordinaires est toujours détenue par l'immobilier. Et la faillite du système de dépôt pourrait annuler les bénéfices économiques du pays pour la prochaine décennie. Il est temps de placer la Corée du Sud sur le classement national de l'économie expliquée, en commençant par la taille. La Corée du Sud a un PIB de 1,8 billion de dollars, ce qui en fait la 10e plus grande économie du monde et la 3e d'Asie. Ce PIB est réparti sur une population de 51 millions d'habitants, ce qui donne à la nation un PIB par habitant d'environ 35 000 $, similaire à celui des pays européens comme l'Italie. La Corée du Sud est également le 4e pays le plus productif d'Asie par habitant, derrière le Japon et Taïwan, et loin derrière Singapour. Mais ça, c'est un cas à part. La Corée du Sud obtient une note de 7 sur 10. La stabilité et la confiance y sont assez bonnes. Malgré tous les problèmes sociaux que les grandes entreprises peuvent causer, elles constituent une source fiable de revenus étrangers, une bonne base d'emploi et un élément important de l'économie mondiale. Le pays est également bien gouverné, avec de faibles niveaux de corruption, un système juridique efficace et une facilité à faire des affaires. Il obtient un 8 sur 10, malgré sa position géopolitique compliquée. La croissance économique de la Corée du Sud a été forte au cours des dernières décennies, ce qui lui a permis de passer d'une économie rurale sous-développée à une économie avancée entièrement industrialisée. Aujourd'hui, son taux de croissance est plus proche de celui des autres économies avancées du monde, et au cours de la dernière décennie, il a augmenté de 50%, ce qui lui vaut une note de 7 sur 10. Enfin, dans le domaine de l'industrie, la Corée du Sud a développé un large éventail d'industries de pointe qui apportent une grande valeur ajoutée à l'économie nationale et mondiale. Bien que son secteur industriel ne soit pas encore aussi important que celui des véritables superpuissances économiques mondiales, telles que la Chine, les États-Unis et même le Japon, la Corée du Sud obtient une note de 9 sur 10, ce qui donne à l'économie de la Corée du Sud une note de 7,8 sur 10, qui la place très haut dans le classement. Une position bien méritée. Cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé. Ciao!